Bonjour et bienvenue au forum Radio J dont vous êtes l'invité, Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Inflation, éducation, laïcité, immigration, la rentrée 2023 est-elle celle de tous les dangers? Comment en tout cas répondre aux attentes des Français en matière de pouvoir d'achat? Puis aussi des interrogations autour du budget 2024. Comment et où trouver les 15 milliards d'économies nécessaires pour respecter les engagements pris par la France auprès de Bruxelles et auprès des agences de notation. Mais pour commencer l'activité de ce week-end, comment la France doit-elle faire? Doit-elle faire preuve de solidarité vis-à-vis du Maroc, d'un Maroc meurtri après le tremblement de terre qui a touché la région de Marrakech? Bien sûr, nous devons être totalement solidaires. Le Maroc est un ami de la France. Cela veut dire, en fonction de ce que veulent les autorités marocaines, de les aider matériellement, financièrement, et de se mettre à la disposition des autorités marocaines pour pas qu'il y ait de désordre. Et moi, je pense... Pour pas qu'il y ait de désordre, c'est-à-dire c'est-à-dire que vous pouvez aider, mais il faut que l'aide arrive, il faut que ce soit organisé. Et moi, je fais totalement confiance aux autorités marocaines pour bien organiser cela. Nous devons être en appui, si elles le souhaitent, comme elles le souhaitent. En tout cas, moi, je pense à tous les Marocains et à ce grand peuple marocain. Alors, retour en France, Nicolas Dupont-Aignan, cette rentrée 2023, c'est le pouvoir d'achat qui reste l'enjeu politique prioritaire pour les Français sur fond de risque d'inflation qui persiste. Comment faut-il répondre aux attentes des Français? D'abord, ça fait longtemps, moi, que j'alerte. J'ai écrit un livre, je l'ai ramené parce que je l'ai écrit juste avant la présidentielle, qui s'appelait « Où va le pognon ?» Comment récupérer 100 milliards d'euros par an de fraude et de gaspillage pour rebâtir la France. Et je proposais... C'est vous qui dites 100 milliards de fraude et de gaspillage. Oui, je le prouve dans le livre. Sociale. Pas seulement, mais je le prouve dans le livre et c'est pas moi qui le dis. Je n'ai fait que reprendre des rapports parlementaires de gauche et de droite. En général, vous savez, les rapports parlementaires, il y a un type de gauche, un type de droite, ou une femme. Et donc, je n'ai fait dans ce petit livre que reprendre des faits prouvés par souvent des adversaires politiques, d'accord? Et j'avais alerté, donc avant la présidentielle, sur une chose simple. C'est que si on continuait à laisser gaspiller l'argent, soit par les profiteurs du bas, fraude sociale, carte vitale, etc., soit par les profiteurs du haut, ce que j'appelle les oligarques, qui se gavent d'argent, les marges, sur profit des pétroliers, des concessions d'autoroutes, tarifs européens de l'électricité, eh bien, il y a un moment... La grande distribution ? La grande distribution, c'est difficile à prouver. J'ai pas les preuves. Donc, je l'ai pas mis. Les fournisseurs ? Les fournisseurs, là aussi, ils se bagarrent entre eux et on ne sait pas. Mais il y a suffisamment de marge de manœuvre. Ce que je disais, je finis ma phrase, si on laisse ces gaspillages se faire, il y a un moment qui paye. Le Français moyen, la classe moyenne, les classes populaires qui ne peuvent plus. Et j'avais alerté, le gouvernement a fait preuve d'autosatisfaction en disant que tout allait bien. Et les Français se retrouvent aujourd'hui dans d'énormes difficultés. Alors, comment on fait? Parce que oui, c'est ça la question, comment on fait? Comment on fait concrètement? Une proposition. Oui. Bruno Le Maire, une proposition de Bruno Le Maire. Il a annoncé que le prix de 5000 références en magasin, ça a été confirmé par les grandes chaînes de distribution, n'augmenterait pas ou baisserait, et que les négociations entre industriels et supermarchés pour 2024, qui débutent normalement en fin d'année, allaient être anticipées en début d'année. Est-ce que ça va dans le bon sens? Pas du tout, c'est du blabla. C'est du blabla? C'est du blabla parce que moi je dis à Bruno Le Maire, je lui souhaite que ça marche, mais il l'a déjà annoncé plusieurs fois, depuis 2 ans, et ça n'a jamais marché. Donc, moi, je souhaite des actes concrets. Alors, j'ai quelques solutions. Allez-y. Première solution, sortir du marché européen de l'électricité, comme l'ont fait le Portugal, l'Espagne. C'est possible. Je voyais une interview dans le Figaro Magazine de ce week-end de M. Accoyer et de M. Montebourg, 2 personnalités politiques très différentes, qui disent exactement ce que je dis depuis des mois. C'est urgent parce que là, on pourrait faire baisser la facture du prix de l'électricité, d'abord très fortement pour les PME, les commerçants, les artisans, puisque je vous rappelle, il faut que les Français le sachent, qu'EDF est obligé de vendre à 42 € le mégawatt ces mégawattheures à des opérateurs privés qui le revendent aux Français, malgré le bouclier tarifaire qui a été progressivement atténué, et sans bouclier tarifaire pour nos artisans, aller au-dessus de 100 €, voire 200 le mégawatt. C'est une honte absolue, c'est du racket. Donc première proposition, deuxième proposition. Oui, mais cette proposition, ce qui est terrible,
c'est que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ne veulent pas la mettre en place. Et ce qui est insupportable, c'est que c'est possible Ça dépend demain d'une décision matin. au niveau européen. Hein. Oui, mais l'Espagne et le Portugal se sont affranchis des décisions au niveau européen. Et personne ne leur a rien reproché. Et quand la France est faible vis-à-vis de Bruxelles et vis-à-vis de l'Allemagne, ce sont les Français qui trinquent. Première mesure. Deuxième mesure, sur les pétroliers. Il y a une étude intéressante, c'est pas de moi, c'est du journal Le Parisien, qui a prouvé dès le mois de mai que la marge post-raffinage des distributeurs et des pétroliers avait augmenté à peu près entre 11 et 18 centimes. Donc, Il n'y avait aucune justification. Donc, plafonnement, blocage des prix c'est du ce que fait pétrole. Total d'ailleurs. Hein. Non. Total donne, à la demande du gouvernement, quelques Elle plafonne charités. le prix du litre de carburant à 1,99. Oui, mais on pourrait baisser. Au moins de 10 à 20 centimes. Mais il faut bloquer. Baisser Blesser. à travers un geste des distributeurs ou à travers Une un geste décision du de gouvernement. l'État. Oui, mais c'est l'État qui doit payer ou pas? Mais non. C'est les marges qui ont considérablement augmenté. C'est inacceptable. Deuxième mesure sur le pétrole, qui là a un coût, il faut le reconnaître. La première n'a pas de coût pour l'État, pour le contribuable. La deuxième, c'est ce que j'ai proposé 20 fois, c'est de supprimer la taxe sur la taxe. Vous savez que nous avons un double échelon de taxes, TVA plus taxes. Ça coûterait 10 milliards. Je pense qu'il faut le faire. 10 ou 12 milliards. Oui, en faisant une économie ailleurs, je vais vous dire où. Et c'est possible parce que les Français ne peuvent plus travailler. J'étais dans une station-service il n'y a pas longtemps. Devant moi, il y avait un monsieur qui mettait 5 € d'essence. 5 €. Il ne pouvait pas plus. Donc, ça, c'est vital. Troisième mesure, faire cesser le racket des autoroutes. En renationalisant les autoroutes, on peut rompre le contrat, l'IGF l'a prouvé, Il y a le des Conseil discussions d'État. à travers, Oui, mais on avance. Mais, avec les autorités. Frédéric Aziza, Ouais. ça fait Mais vous savez qu'on plusieurs ne peut pas années. faire ça du jour au lendemain. Hein. Oh bah, oui, mais comme on discute. C'est curieux. C'est curieux Je crois que parce la fin des concessions, c'est 2030-2032. Non, mais on peut tout à fait les rompre puisque l'IGF a prouvé. Il y a même eu un rapport remis au ministre que le ministre a caché. Et puis, il est quand même sorti, qui prouve qu'on peut tout à fait, ils ont gagné tellement d'argent qu'on peut arrêter maintenant. Donc, ça, ce sont trois vaches sacrées, si je puis dire. Les compagnies d'électricité Et d'ailleurs, privées. cette privatisation des autoroutes, ça remonte, si je ne me trompe pas, aux années Villepin. Tout à fait. Et à l'époque, vous défendiez, vous étiez. Et je l'avais vous étiez un soutien contesté. du Et gouvernement. j'étais le seul, avec François Bayrou, à avoir tempêté comme jamais. Retrouvez mes interviews télévisées de 2006. Donc là-dessus, je suis nickel. J'ai été toujours clair. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais pas ça. Donc ça, c'est des mesures tout de suite. Ensuite, moi, je demande, comme le Portugal d'ailleurs l'a fait, une TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité. Je l'avais proposé à la présidentielle. C'est vital pour les plus modestes qui aujourd'hui sautent des repas. Plus d'un tiers des Français se privent d'alimentation. TVA à taux monstrueux. zéro. Sur des produits, Est-ce que ça serait vraiment judicieux pour, par exemple, un paquet de pâtes? Ça ferait 1 ou 2 centimes? Ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Vous savez, quand vous accumulez, Ça coûte cher à l'État. Ça rapporte pas beaucoup d'argent. Ça rapporte aux Français. particuliers. J'avais été, pendant la campagne présidentielle, dans un supermarché. J'avais fait un caddie. J'avais mis tous les produits pour lesquels je proposais. Il y a une vingtaine de produits, les couches culottes, des choses élémentaires pour les Français. Eh bien, à la fin, sur un marché de 100 €, on arrivait à 15 € d'économie. Ah oui. Les Français sont à 5 € près aujourd'hui, 2 € près. On peut pas continuer comme ça. Alors, ça veut dire une volonté politique. Volonté politique, Il n'y a pas de volonté politique. Est-ce qu'il faut en revenir au quoi qu'il en coûte? Mais c'est pas une question de quoi qu'il Non, en mais c'est une coûte. question que je vous pose. Non, vous avez raison. Parce que C'est-à-dire, est-ce que la différence... Est-ce que c'est l'État qui doit assurer les dépenses domestiques des Français? Non, vous avez posé la question juste. Il y a des personnes dans le monde politique qui proposent ce que je propose, mais qui ne proposent pas parallèlement des économies. On va parler des économies Moi, du budget. Ouais. Je propose des économies. Ouais. Et ce serait irresponsable, vous avez raison, de dire... on peut baisser la taxe sur l'essence, on peut faire la TVA à taux zéro, on peut faire ceci, cela, et puis on change rien. Non, je propose de fortes économies, et il y a une économie, parce que les Français sont pas au courant de ce qui se passe, que pourrait faire Monsieur le maire tout de suite. Tout de suite. C'est ne plus emprunter à taux variable indexé sur l'inflation pour le budget de l'État. Il faut que les Français sachent que sur 100 € d'emprunt d'État, du déficit budgétaire, il y a 90% qui sont empruntés à taux fixe sur les marchés, 3%, 3,5% en ce moment. Avant, c'était 0, c'est passé à taux 1, 2, 3, etc. Vous connaissez toute l'histoire de la Banque centrale. Avec des répercussions sur les prêts aux particuliers. Hein. Bien, Et donc, avec bien un risque sûr. de, Mais attendez la de suite. crise Attendez immobilière, la notamment. suite. Mais il y a 10%
de la dette française, qui depuis l'arrivée de M. Macron en 2017, ça a commencé sous Strauss-Kahn, mais ça a pris son rythme de croisière sous Macron. Strauss-Kahn, c'était il y a 25 ans. Oui, mais c'est là où ça a commencé, qui était une aberration, d'emprunter à taux variable. Vous, quand vous achetez une voiture ou une maison, vous n'empruntez pas à taux variable indexé sur l'inflation que vous connaissez pas. Vous préférez un taux fixe, solide, parce que vous prévoyez vos dépenses. Eh ben, l'État emprunte 10%, c'est considérable, sur la dette française. 10% de sa dette à taux variable indexé sur l'inflation. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2022, à l'Assemblée nationale et au Sénat, on a été obligé de rajouter en catastrophe, vous êtes assis, Frédéric Aziza? Oui, je suis en face de vous. Assis, 12 milliards d'euros pour payer les erreurs, les fautes financières de l'État. Alors vous me direz, à l'époque, l'inflation n'était pas si élevée, ils ne savaient pas, ils ont été pris à revers, admettons. Mais le problème, c'est que tous les mois, monsieur le maire continue à émettre des obligations à taux variable. Ça veut dire qu'il fait un cadeau. Là, c'est un cadeau. C'est un scandale d'État aux banques et aux marchés financiers. Ce qu'on pourrait emprunter à 3%, on l'emprunte à 6 ou 8 ou 9 selon le rythme d'inflation qu'il y aura dans quelques années. C'est un scandale d'État. Et là, on peut récupérer 12 milliards d'euros. C'est le coût de la réforme des retraites. 12 milliards d'euros. J'ai posé la question. Plusieurs députés ont posé la question à monsieur le maire. Il n'y a jamais eu une réponse convaincante. Parce que je sais pas vous allez vérifier tout ça. C'est une émission de dette à taux variable qui est faite tous les mois pour entre 1 milliard et 1,8 milliard, vous verrez. Ça continue en 2023, alors qu'on sait que c'est une faute financière, qu'il n'y a pas un auditeur qui nous écoute qui accepterait d'emprunter à taux variable aujourd'hui. C'est une honte absolue. Alors vous voyez ce qui me choque. Pourquoi je suis assez révolté contre ce gouvernement et que je ne ménage pas mes critiques, vous le reconnaîtrez? C'est parce que quand il s'agit des Français moyens, c'est jamais possible. Quand il s'agit des oligarques, ce que j'appelle les oligarques. Qui vous placez dans l'oligarchie française? L'oligarchie française, ce sont ceux qui détiennent les compagnies d'électricité privées qui se gavent au détriment d'EDF. Ce sont Bernard Arnault, Pinault, les compagnies d'électricité privées. Non, je ne sais pas qui est actionnaire. C'est l'oligarque ou pas? Non, je parle des actionnaires des compagnies d'électricité privées qui bénéficient d'une rente scandaleuse. Ce sont les actionnaires des concessions d'autoroutes qui se voient donner un cadeau incroyable. C'est pas de l'économie libérale, ça. C'est de la rente de situation et de privilèges. Alors, les marchés financiers et les banques, les amis de monsieur Macron. Je veux dire, il y a un moment, c'est pas possible. Moi, je le dis au président de la République, ça va péter. Vous pouvez pas condamner à la misère un peuple et le spolier. Ça fait longtemps que vous dites ça, hein, ça va péter. Bah oui. Mais reconnaissez que parfois, malheureusement, je préférais avoir tort, Frédéric Aziza. J'ai écrit ce livre. Pourquoi d'ailleurs vous dites les banques amies de M. Macron? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Parce que depuis que M. Macron est arrivé, il y a ces émissions à taux variable régulières. C'est un cadeau objectif aux banques qui se gavent d'intérêts supérieurs à ce que devrait payer l'État. C'est pas une référence comme d'autres la font au fait qu'il a travaillé chez Rothschild. Non, mais c'est pas le problème. La conférence sociale annoncée par Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec les dirigeants des partis politiques assénés, est-ce que ça va dans le bon sens? Et qu'est-ce que vous en attendez? Mais moi, j'attends plus rien de ce pouvoir. Est-ce que vous en avez déjà attendu quelque chose? Oui, j'avais toujours espéré, parce que dans la vie, il faut toujours espérer. Mais si vous voulez, on a l'impression, moi je vais vous dire en cette rentrée quel état d'esprit j'étais. Et beaucoup de Français, malheureusement, sont comme moi. C'est qu'on a l'impression qu'on est dans un jeu de farce et attrape. Vous voyez? Après la crise des Gilets jaunes... De la part du gouvernement, de la part d'Emmanuel Macron. Ah oui. Je veux dire, après la crise des Gilets jaunes, moi j'ai cru au grand débat. Ah oui? J'ai cru, je me suis dit, bon, il a peut-être compris. Ah, j'avais pas compris. Bon, enfin, j'ai cru. Non, vous avez raison. Je vais être honnête. Vous n'avez pas cru? J'ai espéré. Parce que les critiques à l'époque, de votre part, ça allait très loin. Oui, mais j'ai espéré en me disant, bon, j'y crois pas beaucoup, mais quand même, il y a eu 2 millions de contributions. Si vous voulez, alors je vais être très précis. Je n'y ai pas cru du tout au début. Je vais être très franc et vous avez raison de me rappeler à l'ordre. Et puis quand j'ai vu le nombre de contributions, 2 millions, il y a eu 2 millions de Français qui ont envoyé des idées, des propositions. On n'en a jamais rien fait. Ça a disparu. Après, il y a eu la farce et attrape de la Convention citoyenne pour le climat, des gens tirés au sort, bon d'ailleurs en général plutôt tous orientés. Emmanuel Macron est venu, a dit toutes vos propositions, 90% je les prends, je vais les appliquer. Ça n'a pas été fait. Après, il y a eu le truc délirant c'était quoi, le CNR? Bon, alors c'était des tables rondes à n'en plus finir. Et puis après, il y a eu ce fameux rencontre de Saint-Denis. On est toujours. Et on annonce. Donc Emmanuel Macron annonce les Français. Une conférence sociale. Mais oui, mais la conférence sociale, la première conférence, enfin les premières décisions sociales qui peut être faite là.
C'est sortir du marché européen de l'électricité pour rendre 100 € par famille sur le prix de l'électricité. Ça, c'est concret. Mais qu'est-ce qu'on attend? Avec un questionnement sur on attend quoi? La révolution en France? On va parler de ça. Mais on attend quoi? Que ça pète? Et vous croyez que ça va péter d'ailleurs? Mais vous pouvez pas conduire un peuple à avoir faim. Est-ce que vous imaginiez quand vous étiez jeune, est-ce que vous imaginiez il y a 20 ans... On peut pas conduire un peuple à avoir faim. Ça rappelle, vous savez quoi? La Révolution française. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on est en 1788-89? Peut-être. Oui. Et je souhaite pas parce que je pense... Parce que c'est ce qu'on dit à l'époque, du pain. Oui, mais je ne souhaite pas. Mais je vais vous dire une chose. Je pense être un homme politique modéré. Ah bon? Oui. Modéré? Oui. J'ai toujours proposé des solutions concrètes, précises, dans tous mes livres. Je ne sais plus combien de livres j'ai écrit, 13 ou 14. À chaque fois, j'ai alerté avant. Mais... Pourquoi peut-être, Frédéric Aziza? Parce que je fais partie des rares députés qui vivent encore sur le terrain. Parce que j'ai ma ville hier que j'aime tant, que j'y suis tous les week-ends, que je parle aux gens, que j'ai cette proximité et que je tire les sonnettes d'alarme. Et ça me révolte de me dire que les décisions ne sont pas prises. Quand vous dites on ne peut pas conduire un peuple à avoir faim, est-ce que ça veut dire que pour vous, les Français crèvent de faim? Pas tous les Français. N'arrivent pas à manger, non, n'arrivent pas à se nourrir. Ce qui se passe aujourd'hui, les classes modestes n'ont jamais autant souffert. Aujourd'hui, les classes moyennes sont étranglées d'impôts. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui ressemble beaucoup à la France pré-révolutionnaire, où il n'y a jamais eu autant de taxes, record de prélèvements obligatoires mondial, record, et extrême pauvreté, notamment des étudiants. Et quand une jeunesse se prive de repas, quand une jeunesse n'a pas de logement, crise du logement, c'est quand même Emmanuel Macron et son gouvernement qui ont supprimé plus de 10 milliards de crédits. Depuis qu'il est arrivé, Emmanuel Macron a dans le collimateur la politique du logement. Succession de mesures. Suppression de l'avantage Pinel, là, tout récemment. Enfin, qui est annoncé dans le cadre du budget 2024, on verra. Oui, ce que ça donne au Parlement. Oui, j'espère qu'on bloquera. Mais le secteur du logement, la crise du logement qui vient, je l'annonce, je la prévois. Il n'y a pas que moi, les promoteurs, les bailleurs sociaux, et Bercy continue. Moi, je vous le dis, Monsieur le maire vit sur une autre planète. Il vit dans un monde parallèle. Et Emmanuel Macron ferait bien, à un moment, de ne plus suivre son ministre de l'économie ou d'en changer. C'est un monde parallèle. Quand vous dites on vit une période pré-révolutionnaire, ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire quand vous dites ça, on se dit ça y est, pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est la révolution. Non, c'est pas je la souhaite. On va couper la tête du président? Le président, elle est déjà coupée symboliquement. On l'a vu au Stade de France. Les Français n'en veulent plus. Et là, attends, puisque vous parlez du Stade de France. Oui. Vous approuvez ce qui a été fait? Les sifflets. Mais quand on sème le vent, on récolte la tempête. Quand on méprise un peuple, le peuple vous méprise. Et c'est cet enchaînement dramatique. Le peuple, c'est quelques milliers de spectateurs. Vous savez... À l'échelle de la France, c'est pas grand-chose. Oh oui, vous savez, quand dans une manifestation aussi importante, tout un stade siffle un homme qui les piétine depuis des années, c'est un signe... C'est un signe. Et entre nous, vous savez, moi je pense qu'il ne finira pas son mandat. Je souhaite que ça se fasse pacifiquement. Mais il y a un mais. Vous souhaitez que ça se passe pacifiquement, mais sinon, qu'il s'en aille. Si c'est violent. Non mais attendez, moi je vais être très clair. Moi je suis pas un hypocrite comme beaucoup dans l'opposition. Moi ce que je propose, parce que je suis concret, je ne pense pas qu'on puisse continuer 4 ans avec cette politique aussi injuste et inefficace. Parce qu'on peut être injuste et efficace. Mais là c'est injuste et inefficace. Et je pense, je finis, parce que j'apporte une solution, j'ai proposé, j'ai réclamé inlassablement aux députés républicains, aux députés du RN, à l'Assemblée nationale, de s'allier ensemble, pour ceux qui ne sont pas macronistes du côté des républicains, de voter une motion de censure pour qu'il y ait une dissolution et que les Français nous donnent un mandat clair, dans un sens ou dans un autre. Soit ils veulent Macron, ils continuent, mais ils lui donnent une majorité. Nous donnent, c'est-à-dire avec quelle majorité? Une majorité qui irait des Républicains au Rassemblement national. Jusque la France insoumise? Non, des Républicains au Rassemblement national. Je suis convaincu d'une chose, Frédéric Aziza. L'union des droites, hein? C'est pas l'union des droites, c'est l'union de ceux qui veulent sauver la France. Je suis convaincu. On parlera de ça tout à l'heure. Mais je suis convaincu d'une chose. C'est que si demain il y avait une dissolution, et si demain il y avait un peu d'intelligence collective dans l'opposition, ce qui n'est pas arrivé encore, et qu'on présente des candidats uniques, qui aillent du Rassemblement national à Éric Ciotti,
Debout la France, Éric Zemmour, etc. Ouais. Tout le monde ensemble. Je suis convaincu que dans la crise actuelle, les Français nous donneraient une majorité et qu'on pourrait déjà commencer avec une majorité à sauver la France. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Et ça éviterait de perdre 4 ans sauver encore la France avec Éric avant Zemmour que et Marine ça Le Pen. finisse en émeute. Sauver la France avec Éric Zemmour et Marine Le Pen. Sauver la France avec Éric Ciotti, avec des Républicains, et vous verriez qu'il y aurait beaucoup d'électeurs de gauche populaires qui voteraient pour nous, pour qu'on rétablisse l'ordre, qu'on contrôle l'immigration, qu'on fasse des économies là où il y a des gaspillages, et qu'on renforce le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent et des retraités qui ont travaillé. Je reviens en arrière, 20 secondes. Oui. Si vous aviez été au Stade de France vendredi, est-ce que vous auriez sifflé le président de la République ? Comme citoyen, sans aucun doute. Ouais. Après, c'est pas la solution. Non, mais vous l'auriez sifflé ou pas ? Sans aucun doute comme citoyen. Non, mais citoyen ou homme politique, c'est pareil pour hein. Non. Vous êtes Nicolas Dupont-Aignan. Non, parce qu'on a un rôle politique. Oui, mais vous l'auriez sifflé ou pas ? C'est ça la question. Comme citoyen sans doute, comme homme politique, je pense que mon rôle n'est pas de siffler, mon rôle est de proposer des alternatives. Vas-y, le sifflement est une colère. Moi, un homme politique est là pour proposer. Qu'est-ce que je propose ? J'ai proposé un projet, j'ai proposé une solution politique qui est de ne pas perdre 4 ans, d'avoir une majorité alternative qui prenne à bras-le-corps les problèmes du pays, qui traite les causes des problèmes du pays, qui essaye de mettre un peu de rationalité dans une vie politique qui n'est fait que de communication. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous avez proposé un projet soit ridiculisé. Vous avez obtenu quel résultat aux élections ? Eh ben, j'ai eu 2% à la présidentielle. 2%. Mais mon projet, bien sûr que c'est pas terrible. Mais donc vous n'avez pas été entendu par les Français. Attendez, oui, vous avez raison. Et ça fait longtemps que ça dure. Et alors Eh bien, il y a des gens, vous savez, qui n'ont pas été entendus un moment, et puis après, les Français s'aperçoivent qu'ils ont eu raison. Et je vous rappelle qu'au second tour de la présidentielle... Vous pensez que vous pouvez être un nouveau De Gaulle ? Je n'en sais rien, c'est aux Français de décider. C'est possible. Tout est possible aujourd'hui. Tout est possible. Tout est possible. Nicolas Dupont-Aignan. Tout est possible. Charles de Gaulle. Tout est possible. C'est pareil. En revanche, non, j'aurais pas cette prétention. Non, mais vous pouvez jouer ce rôle. Je n'aurais pas cette prétention. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au second tour de la présidentielle, j'ai pris mes responsabilités en 2017 et en 2022. Qu'en 2017, Marine Le Pen a fait un score pas assez important. Qu'en 2022, elle a progressé, mais pas suffisamment. Et je pense que en 2027, il y aura une alternance. Qui ce sera ? Attendez, je finis. Soyons précis. Qui ce sera ? J'en sais rien. Moi, je contribuerai de toutes mes forces à la place que voudront les Français à cette alternance raisonnable que j'attends. Vous anticipez les questions. Avant 2027. Et c'est là ma différence avec Marine Le Pen. C'est très clair. Ou avec Éric Zemmour. Je pense qu'ils ont tort, tous les deux, de dire on attend 2027. Je pense que le pays est dans une crise suffisamment grave pour pas perdre 4 ans. Et je pense que notre rôle politique, et je le dis aux Républicains, au Rassemblement National et aux autres, c'est de savoir s'entendre pour proposer un projet raisonnable, des solutions aux problèmes des Français pour traiter les causes. Parce qu'en fait, si on en est là... Attendez, on va parler de politique. C'est parce qu'on ne traite pas les causes des problèmes depuis 20 ans. Ça ne date pas de Macron. C'est antérieur. Je vous propose qu'on renvoie ces questions un peu plus tard dans l'émission. D'abord, le fond. Et vous avez raison, je vous en remercie. Le patron du groupe Renaissance, Sylvain Maillard, c'est dans le cadre du budget, propose un verdissement des niches fiscales. En clair, la suppression des niches qui ne seraient pas écologiques. Est-ce que vous approuvez ? Est-ce que ça pourrait aller dans le bon sens ? Non. Ça va tuer nos agriculteurs. Je viens d'apprendre. Par rapport au GNR, par exemple ? Je viens d'apprendre que nos agriculteurs qui sont déjà exsangues, il y a déjà un suicide tous les 3 jours. Tous les 3 jours ? Ils peuvent pas vivre. Regardez le nombre de suicides des agriculteurs, c'est dramatique, on en parle peu. Si c'était des délinquants en prison qui se suicident, il y aurait plein d'articles. Quand c'est un agriculteur, ça n'intéresse personne. Je suis pas sûr, mais bon. Malheureusement. Et donc, nos agriculteurs n'arrivent pas à vivre. Nous avons une concurrence des produits étrangers qui ne sont pas aux bonnes normes sanitaires. Et on va accabler nos agriculteurs en leur supprimant la détaxe du carburant de leur tracteur. Avec des compensations. Mais alors, ça veut dire encore toujours ces mêmes histoires. Alors, on supprime une détaxation, mais on va ajouter un versement, une bureaucratie. Est-ce qu'il y a des tracteurs électriques, Frédéric Aziza ? Je ne crois pas. Arrêtons d'emmerder les agriculteurs. Ils ont assez de soucis. Est-ce qu'on veut notre balance commerciale agricole est en train d'être négative ? Est-ce qu'on veut continuer à taper sur nos agriculteurs pour avoir une alimentation dégueulasse qui arrive du bout du monde ? Le GNR, ça concerne les véhicules non routiers, principalement dans le secteur agricole, mais aussi les forestiers, fluviaux, travaux publics, qui bénéficient d'un régime fiscal avantageux. On va encore tuer l'économie française de ceux qui produisent. Le bâtiment n'a pas assez de difficultés.
La crise du logement n'est pas assez forte. Il faut arrêter avec ce que j'appelle ce concours de démagogie écologique. Taxation des jets privés, ça va dans le bon sens ou pas? Ridicule. Pour moi, c'est ridicule. Le gouvernement n'en veut pas. Hein. Alors, le Conseil d'État, autre question, a donné raison à Emmanuel Macron et Gabriel Attal à propos de l'interdiction de l'abaya dans les écoles. Je m'en réjouis. Est-ce que ça clôt définitivement le dossier, le débat? Mais vous savez, ça fait des années que je demande l'application stricte de la loi que nous avions proposée et votée, je crois que c'était sous Jacques Chirac. 2004. Oui, d'interdiction des signes religieux à l'école, c'est du bon sens absolu. Là aussi, je me réjouis. Que de temps perdu. C'est quand même terrible dans notre pays qu'il faille attendre le drame, enfin le drame, du moins l'excès. On ne traite jamais les problèmes au début. Mais alors, on les traite quand ils pourrissent. Vous avez entendu ce qui s'est passé, enfin, ce qui a été dit. La France insoumise dénonce une police du vêtement et une islamophobie décomplexée. Eh bien, la France insoumise montre son vrai visage. C'est-à-dire c'est un parti islamiste. La France insoumise, un parti islamiste voilà, de plus en plus. C'est tragique. C'est tragique. Enfin, c'est quand même tragique que des leaders de la France insoumise qui, je croyais, défendaient les femmes, l'égalité homme-femme, qui est quand même un combat qui nous rassemble tous, républicains pour le coup. C'est quand même tragique moi j'ai l'impression je me dis, mais les électeurs de la France insoumise, ils doivent tomber par terre. Comment vous expliquez cette stratégie de LFI? Une stratégie, je sais pas, vous leur poserez la question. Non, mais c'est à vous que je pose la question. J'en sais rien. Vous savez pas. Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les gens de gauche républicaine que j'estime et que je respecte, parce que on doit tous se respecter, et que souvent, il y en a d'ailleurs qui votent pour moi aussi, contrairement à ce qu'on dit. Ils viennent vous le dire? Oui, hein? Oui, beaucoup de gens parfois viennent me dire dans la rue. Oui. Comment beaucoup. Ils vous disent? Ils me disent, vous savez, c'est vous qui aviez raison. Ah oui. Voilà. Et ils vous disent, je suis de gauche? Oui. Ils me disent, on a voté François Hollande, on a voté Jean-Pierre Chevènement, on n'est pas de droite, mais on n'en peut plus de cette dérive migratoire, on veut de la sécurité. Enfin, on peut être de gauche et vouloir de la sécurité, de l'ordre, et pas subir l'immigration et l'islamisation de la France. Et ça ne veut pas dire rejeter les étrangers. Tout est lié à l'immigration? Sûrement Tous les problèmes de la France sont liés à l'immigration? Eh bien, j'ai jamais dit ça. Non, mais je vous pose la question. Et je le dirai jamais. Et je pense, justement, que vous savez, j'étais hier au forum des associations de ma circonscription à Vigneux, qui est une ville avec 50 nationalités. J'ai discuté avec des gens de toutes les origines, et notamment d'une association qui fait du développement en Afrique. Et il y a toute une jeunesse qui est d'origine étrangère, qui est française, qui peut servir de pont avec le Maghreb, avec l'Afrique, et qui sont extraordinaires. Mais ils ne sont pas soumis à l'islamisation, ils sont républicains, français, ils réussissent. Donc, moi, je n'ai jamais procédé à l'amalgame. Je suis hostile à l'immigration excessive, je veux contrôler les frontières, je veux rétablir l'ordre et je veux lutter contre l'islamisation et la charia. Mais les musulmans de France ont le droit de pratiquer leur religion et la pratiquent tout à fait, il y en a des très bien. Alors, voilà. L'immigration... Soyons clairs. Il y en a des très bien, du ça veut bon dire sens. Quoi? Ce que je veux dire, c'est que... Ça veut dire que quand vous dites ça, ça veut dire que je n'aime pas. Il y a une minorité qui devient de plus en plus importante, qui est soumise à des lois religieuses parce que l'État et la République n'ont pas été assez fermes. Il faut donc tout simplement que l'État, au nom des Français, fasse respecter les lois de la République. Et on peut d'autant mieux le faire qu'on limite les entrées, qu'on bloque l'immigration. Il faut une pause migratoire pendant une dizaine d'années, très strict, contrôle des frontières, renvoi des étrangers clandestins, renvoi des délinquants clandestins et des délinquants étrangers, pour pouvoir assimiler les enfants de ceux qui sont arrivés sur notre sol. Assimiler. Assimiler, ça veut dire quoi? Quand les petits Bretons, on leur tapait sur les doigts quand ils parlaient breton. Et quand vous allez en Bretagne, tout est écrit en breton. Les Bretons parlent français et il n'y a plus de problème de leur... Ça, c'est du folklore. Et c'est bien, d'ailleurs. Ils ont le droit de parler breton et d'avoir leur identité. Mais en attendant, l'unité de la France, c'est fait par la fermeté. C'est pas fait par la faiblesse. Je le dis, quand on est en France, on respecte les lois de la France. Non, mais si je vous pose la question... Les mœurs, les lois, assimilation, intégration... Je préfère l'assimilation à l'intégration. Parce que assimiler, ça veut dire... oublier tout ce qui est dans votre mémoire. Non, c'est pas vrai. Tout ce qui est dans vos origines. C'est pas vrai. Vous pouvez être assimilé et bien au contraire garder l'identité de votre origine, avoir des liens avec votre pays d'origine, ça n'enlève rien. Pour moi, l'assimilation veut dire
que quand vous êtes en France, vous appliquez les lois des Français. Point. Ça, c'est la Sinon, République. vous n'êtes pas en France. Ça, c'est la République. C'est rien à voir avec l'assimilation, c'est les lois de la République. C'est le pacte républicain. Il y avait Jacques Chirac qui avait une belle phrase que j'aime bien et qui disait je ne connais que 2 types de Français. Ceux qui respectent nos lois, ceux qui ne les respectent pas. Point. L'immigration. Si on en était là, ça serait plus simple. L'immigration, puis c'est valable pour tout le monde. Hein. Bien sûr. L'immigration doit faire l'objet. Mais enfin, vous reconnaîtrez qu'il y a quand même un problème sur une certaine immigration. Et il suffit d'aller en banlieue pour le comprendre. Alors l'immigration doit faire l'objet, justement dans les prochaines semaines, c'est pour ça que vous en parlez, d'un projet de loi du gouvernement. Emmanuel Macron a notamment évoqué, c'est dans une interview au Point il y a une dizaine de jours, sa volonté de réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. C'est un peu ce que vous dites ? Oui, mais sauf qu'il veut régulariser tous les clandestins sous prétexte de métiers en tension. Là, il parle de métiers en tension. Mais c'est un faux prétexte. Les professionnels de ces professions disent c'est une bonne mesure. Non. Restauration, bâtiment. C'est pas une bonne mesure pour 2 raisons. Je vais vous le prouver. La première, c'est que les étrangers qui sont déjà en France, il y a un taux de chômage plus élevé. Alors, avant de faire venir des gens de l'extérieur, qu'on emploie les étrangers qui sont au chômage, qui ont un taux de chômage considérable, qui est près du double du taux des nationaux. Vous vérifierez. Et puis qu'on emploie, il y a encore beaucoup de Français chômeurs. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il avait fait une réforme des retraites. C'est-à-dire quoi, il y a beaucoup de Français chômeurs? Mais il y a beaucoup de Français qui sont chômeurs. Ça me rappelle un slogan de Jean-Marie Le Pen dans les années 70-80. 1 million de chômeurs, 1 million d'émigrés en trop. Vous vous souvenez de ça? Je m'en souviens très bien. Si on avait peut-être suivi ses conseils à avoir moins d'émigrés, la société française irait mieux quand même. C'était le modèle à suivre, Jean-Marie Le Pen? Mais Le Pen, c'est le modèle à suivre. Je dis qu'il a eu raison avant les autres quand même, et il faudrait peut-être le reconnaître. Il a eu raison avant les autres. Il a eu raison sur certains points avant les autres. Sur l'immigration. Sur certains points de détail, par exemple. Mais non, vous savez bien, vous ne me suspectez pas. Non, mais je vous pose la question. Parce que Jean-Marie Le Pen, c'est ça aussi. Et alors, il a eu raison avant les autres. Ne transformez pas ma phrase. J'ai dit sur ce point-là d'immigration, Georges Marchais a eu raison avant les autres. Voilà. Georges Marchais a eu raison avant les autres. 2 exemples ou 2 contre-exemples, Marchais 2 exemples et Le Pen. Sur l'affaire migratoire utilisée par les entreprises françaises pour faire venir une main-d'œuvre qui après n'a pas été gérée. Georges Marchais a dit exactement la même chose. Est-ce qu'on peut dans la vie politique avoir un peu de recul? Ça ne veut pas dire que j'approuve ni Georges Marchais ni Jean-Marie Le Pen. Voilà, Emmanuel Macron. J'ai aucun doute là-dessus. Immigration toujours, Emmanuel Macron. Mais je reviens là-dessus. Emmanuel Macron, son projet est une fois de plus un projet en trompe-l'œil, un projet pipeau, un faux projet pour tromper les Français, un vrai projet pour l'immigration. Moi, je vous le donne. On est d'ailleurs d'accord, quand je lis le projet de référendum que j'avais rédigé en 2018, le projet sorti par les Républicains il y a 6 mois, le projet de Marine Le Pen, c'est copique. Le projet de Gérald Darmanin? Non, ça n'a rien à voir. Le projet de Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, c'est pour faire semblant. Mais les Français n'en peuvent plus de faire semblant. Il ne faut surtout pas régulariser pour les métiers en tension. Il faut aider les métiers en tension. C'est ce que demandent les professionnels. Mais les professionnels, il faut les aider. Et le MEDEF. Mais le MEDEF, il a fait suffisamment de conneries depuis 30 ans en matière d'immigration pour qu'on le suive. Immigration, excusez-moi, je reviens là-dessus. Oui, il y a un problème de métiers en tension. Oui. Mais faire revenir des vagues migratoires ou régulariser des clandestins et créer un appel d'air. C'est régulariser ceux qui sont Si vous régularisez les clandestins, vous créez un appel d'air. Nous sommes en record d'immigration sous Emmanuel Macron. 150 000 demandeurs d'asile en 2022, plus de 300 000 légaux. 300 000, ça veut dire 1 demi-million chaque année. Avec à l'intérieur de ces demandes, des Ukrainiens notamment, qui non, quittent leur les pays. Ukrainiens sont en dehors des 150 000 demandeurs d'asile, vous vérifierez. Alors, attendez, une question. Je reviens là-dessus. Les Français, eux, voient bien au quotidien que notre pays, dans l'état où il est, de faiblesse économique, de délabrement de l'éducation nationale et de l'hôpital public, ne peut plus accueillir 500 000 personnes par an. Ça fait la ville de Paris en un quinquennat. C'est une folie. Il nous reste plus beaucoup de temps. Mais oui, mais il faut agir. Immigration. Eh ben, il y a l'immigration. Avec la question, un référendum. Alors, référendum. Avec les Laissez-moi poser la question. Oui. Emmanuel Macron, il a promis dans un courrier adressé aux dirigeants politiques avec lesquels il a dialogué à Saint-Denis de faire des propositions
dans les prochaines semaines qui viennent, c'est lui qui le dit, sur l'élargissement du champ du référendum. Il ouvre a priori ainsi la voie à un scrutin sur l'immigration qui pourra avoir lieu, doit être précédé d'une modification de la Constitution. Eh bien, on verra. Vous dites, okay, moi, vous connaissez Saint Thomas? Ouais. C'est lui, je crois. Je ne crois que ce que je vois. Mais si c'est fait, s'il y a un référendum sur l'immigration qui propose le contrôle des frontières et la sortie de Schengen, qui propose de renvoyer les délinquants étrangers dans leur pays, qui propose de supprimer les aides sociales, qui propose de traiter les demandes d'asile aux frontières et non pas après, puisqu'après ils s'apparaissent dans la nature, qui propose de contrôler les mineurs délinquants, les mineurs étrangers. Vous savez que les mineurs... la question du référendum? Pour ou contre l'immigration? Non, mais il faut un référendum précis. Mais il est même pas capable, le président de la République, d'avoir les idées claires pour proposer un projet de loi au Parlement qui soit clair. Mais déjà, il faut une réforme de la Constitution. Hein. Oui, mais déjà, il est même pas capable de savoir où il veut aller. Nous, on sait où on veut aller. Mais il consulte les dirigeants des oppositions pour savoir s'il peut y avoir un consensus sur ce dossier. Mais ça veut dire quoi, un consensus? C'est n'importe quoi, c'est du bavardage. Vous savez, j'ai vu dans le dictionnaire, je l'ai dit, verbiage. Verbiage, c'est abondance dans le dictionnaire, vous regarderez tous en ce dimanche. Verbiage, abondance de mots creux. C'est ça, Macron? Vide de sens, oui. La Macronie, c'est ça. Mais il n'y a pas que la Macronie. Je mets en garde l'opposition. En allant à Saint-Denis, l'opposition s'est décrédibilisée. Ah bon? Mais bien sûr. Parce que Macron a été très fort. Vous dites ça parce que vous n'y étiez pas? Non, moi, j'étais pas invité pour une raison très simple. Parce que je suis représenté à l'Assemblée. Vous n'avez pas de groupe à l'Assemblée? Oui, mais je suis représenté. Mais vous n'avez pas de groupe? Peut-être, mais c'est curieux, il y a eu un groupe Lyot qui n'a pas été invité. Bizarre. Bon, bref. Mais qu'importe, j'ai pas été invité parce qu'il savait très bien que je n'irais pas. Et je vais vous dire pourquoi je n'aurais pas été. Qu'il y ait des tête-à-tête que Emmanuel Macron invite, comme le faisait François Hollande ou Nicolas Sarkozy, à tour de rôle les leaders, très bien. Mais cette espèce de réunion jusqu'à 2h du matin, de bavardage, a donné l'impression à beaucoup de Français que finalement l'opposition était avec lui. Et Emmanuel Macron là-dessus a été très malin. Très malin. Mais ça n'aboutit à rien. Qu'au Parlement, Emmanuel Macron et sa majorité proposent des textes clairs, et je peux vous assurer que les Républicains d'Éric Ciotti, le Rassemblement National, les Debout la France, parce que je suis le seul, on votera dès demain. On avance, il ne nous reste plus beaucoup de temps, oui, pas mal de questions. Pardon. Marine Le Pen, on revient sur ce que vous disiez il y a quelques minutes. Marine Le Pen et Éric Zemmour font leur rentrée politique ce dimanche. Que vous inspire ce duel à l'extrême droite et qu'est-ce que vous en attendez? Je suis bien content de n'être ni chez Reconquête ni au Rassemblement National, parce que je pense que... Et pourtant, vous voulez une union avec eux, je comprends pas. Mais c'est deux choses différentes. Ouais. Moi, je suis libre. Je vous dis, si j'étais dans ces deux partis, je serais pas libre, je serais obligé de faire la claque de deux côtés. C'est un combat fratricide, absurde. Voilà. Absurde, puisque j'ai l'impression qu'ils proposent la même chose. Pas des droites, des patriotes. Ne confondez pas les droites et les patriotes. Il y a certains macronistes de droite qui ne sont, pour moi, pas patriotes, qui ne défendent pas la France. Ça veut dire quoi, défendre la France? Changer de politique, assurer l'indépendance du pays, ce sera l'objet de notre liste aux Européennes de Debout la France, une liste gaulliste. Ça veut dire non à Bruxelles, avoir un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, reconstruire l'Europe sur des bases solides, celles que voulait le général de Gaulle, d'une coopération des nations et non pas d'une commission technocratique. Les gaullistes considèrent que vous n'êtes pas gaulliste. Ils ont trahi tous les préceptes du général de Gaulle, alors bon courage. Alors, dans 9 mois, Ils ont signé tous les traités européens que jamais le général de Gaulle n'aurait signé parce que on en voit le résultat aujourd'hui. Vous avez raison. Mais on voit quand même les résultats. Quand on n'est pas libre, quand un peuple n'est plus libre, qu'il obéit à une commission non élue, qu'il n'a plus de frontières, plus de budget, plus de monnaie, ça finit mal. Dans 9 mois, les Européennes... Donc moi, je veux qu'on rétablisse l'indépendance de la France, ce qui n'interdit pas des coopérations avec nos partenaires. Il nous reste peu de temps. Dans 9 mois, les Européennes, qui vous inspirent donc ce match entre Jordan Bardella, qui sera à la tête tête de liste du RN, et Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête. J'ai l'impression que c'est plus un match pour marquer leur territoire respectif, alors qu'ils disent à peu près la même chose, qu'un match pour parler de l'Europe. Moi, à Debout la France, nous présenterons une liste qui parlera de la construction européenne, parce qu'aujourd'hui, cette construction européenne déraille complètement. Je veux qu'on reconstruise l'Europe sur des bases solides, avec l'indépendance des nations, pour qu'on puisse gérer démocratiquement nos affaires. Ça veut dire très concrètement qu'il faut en finir avec l'Union européenne, et qu'il faut en revanche la remplacer par quelque chose de souple, solide et souple. Vous annoncez que vous allez... Le 30 septembre. Que vous allez présenter une liste, mais il est probable, peut-être très probable, que vous irez en fin de parcours, soit avec Jordan Bardella, soit avec Marion Maréchal.
On verra. Vous dites on verra. On verra. On verra quoi? On verra. Le 30 septembre, Debout la France va définir son projet. Nous, on parle de projet. Ouais. Une fois que le projet, c'est-à-dire de fin de l'Union européenne, c'est-à-dire en finir avec cette structure, renégocier tout. Même Marine Le Pen ne le dit pas. Hein. Eh bien justement, c'est une différence. Moi, je pense que le problème majeur, aujourd'hui, c'est que les gouvernements ne gouvernent plus parce qu'ils sont pieds et pieds liés. Ça ne veut pas dire la fin de l'Europe, ça veut dire en finir avec cette structure qui étouffe les nations. Mais alors, est-ce que Attendez, une fois qu'on aura défini ce projet fin septembre, je regarderai les projets des autres. Ouais. Il y a Florian Philippot qui présente quelque chose. Ah, vous pourriez avec lui. Mais c'est pas aller avec lui. Donc en gros, ça va Excusez-moi. en gros, ça serait la liste des losers, si vous avez avec Florian Philippot. Écoutez, la liberté, vous auriez dit que le général de Gaulle en 40 était un loser. Non. Bah, c'est la même On chose. peut pas comparer. Bah, qu'est-ce que vous en savez? On peut pas comparer. Alors, si on n'est pas à 50%, on est un loser. Eh bien, vous supprimez tous les partis politiques, toutes les idées politiques. Moi, je crois aux convictions d'abord. Qu'est-ce qu'on veut de l'Europe? Est-ce qu'on est satisfait de cette Union européenne? Ou pas? Est-ce qu'on veut la changer? J'attends de voir le programme des uns des autres. Mais est-ce que... Il est clair, où vous avez raison, Frédéric Aziza, c'est que Eunice Philippot, Eunice Dupont-Aignan, Eunice Marion Maréchal, Eunice Bardella, Eunice Bellamy, je trouve que ça fait trop. Trop de d'extrême droite? Et c'est pas une question d'extrême, arrêtez avec tout ce... C'est pas une question d'extrême droite. Ça fait trop de listes qui vont décevoir nos concitoyens. Donc il faut une alliance. Et c'est pareil à gauche. Donc il faut une alliance. Donc, je pense qu'une fois qu'on a établi les projets, qu'on sait ce qu'on défend, on peut comparer les projets et voir ceux qui veulent faire des efforts de coopération, d'union ou pas. Je n'en sais rien aujourd'hui. Et on verra S'il n'y a pas de possibilité, mais on ira. Pour vous, c'est probable qu'il y ait une possibilité ou pas? Je n'en sais rien. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est que les Français sachent ce que chacun propose. Éric Zemmour. Et on ne peut pas se présenter aux Européennes en disant simplement « je suis contre l'immigration ». Je trouve que c'est un peu faible. Avance. La relaxe d'Éric Zemmour pour ses propos sur Pétain, sauveur de Juifs, a donc été annulée. C'était mardi par la Cour de cassation. Il y aura donc un nouveau procès Zemmour. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'attends de voir la justice. Voilà, ça m'inspire que, en tout cas, sur cette période, et vous savez combien je suis sensible par l'histoire de mes parents, pour moi, Pétain, voilà, c'était celui qui a collaboré. Ouais. Et ça, Et donc vous comprenez que Zemmour tente de réhabiliter Pétain ou pas? J'ai pas l'impression. Bah non. Hein? Je ne crois pas que non, c'est pour vous ça que m'avez je pose compris la ma question. réponse. Ouais. Je crois. Hein? Donc c'est compliqué de s'allier avec quelqu'un qui... C'est pour ça que je n'ai pas soutenu, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, la présidentielle. Donc, vous vous moquiez tout à l'heure de mes 2%. C'est 1 million d'électeurs qui m'ont suivi. Donc aux européennes, alors que tout le monde disait donc aux européennes, ce serait plutôt avec Marine Le Pen qu'avec... avec Bardella plutôt qu'avec Maréchal. Je ne suis pas dans ce jeu-là. Ça ne m'intéresse pas. Je dis simplement que une élection sert à quoi? À voir que les Français choisissent des projets différents. Si les projets sont identiques, ça sert à rien d'avoir des listes différentes. Si les projets sont différents, il faut des listes différentes. Est-ce que vous dites... Voilà. Et on verra quand on aura les projets. Je ne peux pas inventer les projets de Mme Maréchal, de M. Bardella et de M. Philippot. Est-ce que vous dites comme Gérald Darmanin? Est-ce que vous dites comme Gérald Darmanin, il est assez probable que Marine Le Pen remporte la présidentielle en 2027? Alors, je vais vous dire, j'ai suffisamment de métier politique, entre guillemets, puisque ça fait un certain temps que je suis élu, et vous, suffisamment d'expérience comme journaliste, pour savoir que si vous... On vieillit tous. Hein? Oui, mais ça a du mauvais, ça a aussi du bon, parce qu'on a un peu de sagesse. On le voit, on a élu un président très jeune, qui n'est pas très sage, et qui n'a pas été si efficace que ça. Donc, vous savez, je pense qu'à la prochaine élection, les gens voudront de l'expérience. Mais au-delà de ça, moi, j'ai jamais vu une élection jouée 4 ans avant. Donc, c'est pour ça que vous dites qu'il faut l'union des droites. Non, arrêtez avec cette union des droites. Je crois qu'il y a un combat entre ceux qui se satisfont de ce système mondialiste, inefficace, qui précipite des troubles politiques et sociaux. Et moi, je veux une France apaisée, avec un projet qui traite ces problèmes. Dernière question, on arrive à la fin de l'émission. La situation internationale, Ukraine, Afrique, Niger, Gabon. Est-ce que la France sait faire entendre sa voix à l'étranger? C'est la faillite de sa politique étrangère alignée sur les États-Unis. C'est d'une grande tristesse. J'avais mis en garde sur ce soutien aveugle à l'Ukraine et aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de soutenir l'Ukraine. Il faut arrêter de livrer des armes à l'Ukraine. Oui, bien sûr. On le paye très cher. Très cher. Il faut soutenir Poutine. Attendez, non. On le paye très cher, puisqu'on est en train de perdre l'Afrique, au sens que, bien évidemment, le général de Gaulle, Jacques Chirac... Avec derrière l'ombre de Poutine. Attendez, Jacques Chirac était estimé
avait su défendre les intérêts de la France parce qu'il représentait une voix indépendante, notamment au moment de l'Irak. Emmanuel Macron, ça a commencé avec Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron se sont jetés dans les bras des États-Unis. La France ne vaut plus rien. On le paye très cher. Quant à l'Ukraine, si on ne comprend pas que ce conflit signe la fin de l'Europe pour un siècle, on n'a rien compris. Ce conflit est un kyste au cœur de l'Europe qui fait la joie. C'est pas Poutine qui est un kyste qui fait la joie des États-Unis et de la Chine. Les États-Unis nous vendent leur gaz 4 fois plus cher. La Chine gagne des positions en Afrique. Et ce que je demande, c'est un plan de paix équilibré, ni pro-russe ni pro-ukrainien. Les deux ont des torts. Ouais. Et il faut une zone neutre. C'est pas Poutine qui est ce qu'a demandé Sarkozy et il a bien raison. C'est pas Poutine qui est un kyste au cœur de l'Europe et de l'Afrique. Non. 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 Ah bon. Non. C'est pas un barbare. Non. C'est pas un criminel de guerre. Pas plus que les autres. C'est pas un criminel de guerre. Alors qui est barbare? On va être entre nous. Avec qui? Là, on parle de non, mais moi je vous le dis, l'avenir du continent européen, s'il veut peser au XXIe siècle entre la Chine et les États-Unis, c'est de faire la paix en Ukraine, de trouver une solution de démilitarisation de l'Ukraine et de zone neutre, ce que a proposé Nicolas Sarkozy et que je propose depuis 2 ans, quand même. Donc, on fait des petits et on arrive à la fin de sauver l'Europe pour que l'Europe pèse. Et vous aurez besoin de la Russie pour peser dans le monde demain. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci de votre invitation. Merci. Et on a parlé du fond. Voilà, comme toujours. Comme toujours. Bon, pas toujours, mais bon. Presque toujours.